Merci de nous rester fidèles pour la seconde partie de New World Forum, seconde partie consacrée à la justice dans les réformes constitutionnelles au Togo. Nos invités, Olivier Banizi, les magistrats, juge au tribunal de Lomé, et Henri Onyandogo, magistrat aussi, porte-parole de l'Union syndicale des magistrats du Togo. Merci donc de rester à notre compagnie pour parler des réformes constitutionnelles et du volet qui devrait vous intéresser, le volet judiciaire. Mais d'abord, les réformes constitutionnelles ont été votées la semaine dernière. Est-ce qu'en tant que magistrat, vous vous intéressez globalement à ces réformes ou c'est ce qui vous intéresse que vous puisez, M. Dogo? Bien, d'abord, en tant que magistrat, je n'ai pas formulé des critiques légales du gouvernement ou bien du législatif par rapport aux actions que ces deux pouvoirs mènent, parce que c'est interdit. Parce que moi-même, j'incarne le pouvoir. Et ensuite, ce qui nous intéresse, c'est vrai, il est interdit aux magistrats de critiquer les actions du gouvernement ou du législatif, mais lorsque le gouvernement ou le législatif mènent des actions qui concernent le magistrat ou la justice de façon générale, nous avons le droit, parce que nous sommes dans le cadre d'une activité syndicale, nous avons le droit de prendre la parole et de dire notre point de vue, ce que nous pensons. Voilà. Monsieur Banizi? Oui. Globalement, est-ce que vous vous êtes intéressé à ces réformes constitutionnelles? Est-ce que vous les avez lues? Est-ce que le juge est intéressé par la Constitution ou ce sont les lois seulement qui vous concernent? Mais non. Le juge est bien intéressé par les lois. Nous sommes d'abord des citoyens. Donc, ces réformes qui ont été adoptées, elles s'appliquent à nous, en tant que citoyens. En ce qui concerne les réformes politiques, nous aussi, nous votons. Ce qui nous est interdit, c'est de se prononcer publiquement sur nos convictions politiques. Voilà. Et en dehors de ces réformes, enfin, du volet politique, il y a le volet social, par exemple, le Conseil économique et social qui a été, enfin, visé. Bien d'autres choses. Donc, forcément, le juge doit lire ces réformes et se faire son idée. On va aborder quelques articles majeurs de ces réformes constitutionnelles. D'abord, je voudrais avoir votre avis sur l'abolition de la peine de mort. C'est l'article 13 nouveau qui le stipule. Nul ne peut être privé de sa vie. La condamnation à la peine de mort à vie ou à perpétuité est interdite. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Oui, c'est une très bonne chose. On ne peut que saluer cette réforme parce que nous sommes tous des êtres humains et c'est Dieu qui donne la vie. Il n'y a pas de raison qu'un autre être humain décide qu'on ôte la vie à un autre être humain. Cette réforme, je crois qu'il faut la saluer. Je crois que c'est depuis 2009 que la peine de mort a été abolie et c'est dans la logique. Vous savez, le Togo a signé beaucoup de traités, d'accords internationaux. Il faut que la législation interne se conforme à ces traités, accords internationaux. Je crois que c'est dans ce sens-là. Et nous ne pouvons que saluer cette réforme, cette mesure. Je pose la question au juge maintenant. Est-ce que c'est difficile de condamner quelqu'un à mort devant parfois des faits atroces qu'on vous raconte à l'audience? Je n'ai pas bien saisi la quintessence de votre question. Oui, mais est-ce que si la loi vous permet de condamner à mort, est-ce que c'est une décision qu'on prend facilement? J'avoue que j'ai commencé à exercer en tant que magistrat au moment où la peine de mort était déjà abolie. Donc, je n'ai pas eu à me confronter à quelque chose comme ça, mais je me dis que forcément, en tant qu'être humain, décider qu'on ôte la vie à son semblable doit être quand même une décision un peu difficile à prendre. Mais il y a des situations difficiles quand même, non? Des crimes abominables qu'on vous relate à l'audience. Est-ce que ça ne donne pas envie de châtier à la dernière rigueur? Oui, bien sûr, ça arrive. Et généralement, ce qui fait la différence entre nous et les autres, c'est que quand on arrive à l'audience, certains ne voient plus que le prévenu qui se retrouve, le prévenu ou l'accusé qui se retrouve en situation de faiblesse, alors que, bon, le juge, quand tu regardes un peu ce qui s'est passé ou ce que la personne a fait, il va loin. Il est tenté de sévir avec
la dernière rigueur. Eh bien, on a parlé de l'abolition de peine de mort, mais la perpétuité, pourquoi l'a-t-on interdite aussi? Est-ce qu'il y a nécessité de... Oui, moi, à mon sens, je crois que si on a interdit d'infliger des peines à perpétuité aux accusés ou bien aux prévenus, c'est que, vous savez, l'homme, il évolue. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis criminel que demain je ne peux pas être utile à ma société, à ma nation. Et donc, si à un moment donné, la politique criminelle est allée dans le sens de limiter la durée d'une peine d'emprisonnement ou bien d'une peine de réclusion par rapport à des faits criminels qui ont été commis, je crois que c'est dans ce souci-là. C'est pour permettre à quelqu'un qui est poursuivi, quoique pour des faits aussi graves, qu'il puisse quand même être réinséré dans la société. Je crois que c'est une très bonne chose. Voilà. Mais est-ce que c'est compliqué comme ça? Est-ce que dans nos sociétés, quand on condamne, quand on envoie en prison, c'est la plus grosse des opprobres qui est jetée sur vous? Est-ce qu'on comprend cette fonction d'envoyer en prison pour réparer? Mais il faut qu'on le comprenne. Si on ne l'a pas encore compris, il faut qu'on le comprenne. Parce que, vous voyez, au tribunal, on parle de tribunal correctionnel. Il s'agit de corriger quelqu'un. Donc, quand vous avez un enfant qui a commis un acte répréhensible, vous ne le corrigez pas pour le détruire. Vous le corrigez pour qu'il change. Et donc, il faut lui offrir la possibilité de changer. Donc, en réalité, au lieu de repousser quelqu'un qui vient de sortir de la prison, on doit estimer qu'il a subi la sanction d'un acte répréhensible et que cette sanction-là l'a certainement changé. Et on doit plutôt lui tendre la main pour l'aider à ne plus retomber dans les erreurs du passé. Mais est-ce qu'il y a un programme de suivi de ceux qui sortent de prison? Est-ce qu'on sait ce qu'ils deviennent? Est-ce que des années après, il y a des études qui sont faites pour voir s'ils ont changé ou pas, ce qu'ils sont devenus? Oui, bon, au niveau du ministère de la Justice, je crois savoir qu'il y a une direction de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion. Parce qu'il ne s'agit plus de l'administration pénitentiaire, administrer les prisons, gérer les détenus, mais cette direction-là s'occupe du volet réinsertion des détenus. Donc, j'ai eu des séances de travail avec certaines ONG qui interviennent en la matière. Je ne sais pas si je peux donner des noms, mais il y a quand même un travail qui est fait. Mais c'est une question aussi de moyens. Il faut qu'on mette plus de moyens à la disposition de cette structure-là pour que le travail puisse être davantage fait, quoi. C'est une petite parenthèse que j'ouvre, qu'on va refermer très vite, parce qu'on parle souvent des prisons, de l'état des prisons en Afrique et surtout au Togo. Les conditions sont difficiles. Vous voyez plusieurs personnes parfois dans des cellules. Quand vous voyez, est-ce qu'il vous arrive d'aller en prison et de les voir? Première question. Est-ce que dans ces conditions-là, quand vous prenez la décision d'envoyer quelqu'un en prison, est-ce que vous arrivez à dormir? Oui, cette question elle est la bienvenue. Vous savez, nous visitons les prisons, en tout cas moi j'y vais. J'y vais de temps en temps. Parfois vous arrivez dans certaines prisons, vous voyez les conditions dans lesquelles les gens sont détenus. Ça fait de la peine. Ça, je peux vous le dire. J'étais à Dapan, j'y suis allé au début, c'était pas trop. Entre-temps, j'y suis retourné et j'ai rencontré des détenus, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils dorment et je peux vous dire que j'ai diminué la main à l'issue. Parce que, vous savez, c'est ce qui fait aussi parfois, moi, au tribunal de Lomé, il m'arrive parfois de le dire aux justiciables. Quelqu'un vient porter plainte pour un oui ou un non, et quand vous condamnez avec sursis, on dit certainement le juge il a pris de l'argent, certainement qu'il connaît les parents du détenu, certainement qu'il y a un homme politique ou un opérateur économique qui l'a appelé, voilà pourquoi il a pris une telle décision. Il faut que chacun aille voir les conditions de détention. Vous voyez un peu? Il faut que chacun voie et qu'il comprenne le contexte dans lequel nous intervenons.
Donc, on prend parfois, on essaye d'alléger un peu la souffrance ou d'alléger la situation des détenus en usant quand même des voies légales. Quand je parle par exemple du condamnation avec sursis, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un peu dangereux parce que le couteau plane toujours sur votre tête. On vous dit, bon, vous avez fait ceci, c'est pas bon, mais voilà la sanction qu'on prononce contre vous, mais vous ne l'exécutez pas. On vous laisse dehors et on vous suit. Si vous rechutez, vous revenez exécuter la sanction qu'on a prononcée contre vous avant qu'on ne vous juge à nouveau pour les faits que vous avez commis. Donc cette sanction-là qui est assortie de sursis, elle n'est pas complètement enlevée. Elle est là, elle plane sur votre tête. Vous voyez? Et donc, le fait que cette sanction plane sur votre tête vous oblige à vous corriger, à bien vous comporter. Sauf qu'on ne peut pas laisser ça indéfiniment. Il faut encadrer le sursis dans le temps. Donc, mais j'entends parler rarement des condamnations à des peines d'utilité publique. Est-ce que ça existe dans notre législation? Pourquoi vous n'en usez pas très souvent? Ça existe, mais je crois qu'il y en a qui ont été les tiges qui ont été institués par le nouveau code pénal, celui de 2015. Mais il faut encore que le code de procédure pénale vienne préciser les conditions de mise en œuvre de ces mesures-là qui ont été prescrites. Vous voyez, on ne peut pas sortir n'importe quel détenu comme ça de la prison pour dire qu'il va aller exécuter des travaux d'intérêt public. Il va s'échapper, il va aller commettre d'autres faits quelque part et puis on va encore dire que c'est le juge. Monsieur Dogo, en tant que magistrat debout, vous soufflez souvent le chaud. Oui. Est-ce que les conditions de détention vous amènent quelquefois à mettre de l'eau dans votre vin? Oui, pourquoi pas? Nous sommes après tout des humains. Nous sommes des magistrats comme les autres magistrats du siège. Et nous, notre rôle, c'est de poursuivre. Lorsque vous êtes en conflit avec la loi, ça veut dire que vous avez des problèmes avec la société. Nous, nous défendons l'intérêt de la société. Et notre rôle, c'est de vous poursuivre. C'est vrai, les conditions de détention, c'est difficile, mais ne plus rien, c'est la loi. C'est la loi. Le procureur, le magistrat du parquet, ce n'est pas à lui le dernier mot. Quand moi je poursuis un voleur du quartier, je peux requérir à son encontre une peine d'emprisonnement ferme, mais ce n'est pas moi qui prendra la décision, c'est le juge qui sont indépendants. Donc vous envoyez la patate chaude au juge? Non, pas ça, pas la patate chaude, chacun joue son rôle. Moi je poursuis le petit voleur du quartier, je dis mais lui, l'acte qu'il a commis, il est très grave, il faut le corriger, et donc pour cela je propose, monsieur le juge, que vous lui appliquiez cette sanction. Voilà. Si le juge, après examen du dossier et par rapport à sa conscience et à la loi, estime que la peine que le procureur ou le magistrat du parquet a requis est trop sévère, il peut descendre en dessous. Ou bien, si le magistrat du parquet a été complaisant par rapport à la réquisition de la peine, le juge aussi est là et il pourra quand même rehausser la barre. Donc, pour dire tout simplement que c'est vrai, nous souhaitons que les autorités compétentes fassent un effort, qu'on puisse moderniser nos prisons. C'est très important parce que la prison, c'est pour tout le monde. Vous pouvez être aujourd'hui en liberté. Même, non, mais c'est tout le monde. Et s'il y a quelqu'un qui est au-dessus de la loi, ceux qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, ils se trompent. Personne n'est au-dessus de la loi, même le président de la République. Même du président de la République jusqu'au dernier citoyen. Même le juge indépendant, le juge Banizi par exemple, il n'est pas au-dessus de la loi. Tout le monde peut se retrouver en prison. Et donc, nous devons œuvrer ensemble que ce lieu-là de détention, de correction, soit un lieu humanisé, que les conditions de détention soient adéquates ou soient conformes à un lieu où une personne humaine peut rester tout en subissant la sanction qu'elle a écopée. Oui. Je voudrais rebondir avec votre permission pour dire que cette question me tient un peu à cœur parce que la justice, c'est tout un ensemble. Et au cours d'un atelier, nous avons constaté avec certains partenaires et des coopérants que le budget
qui est alloué au ministère de la Justice correspond environ à 0,1%, hein, 0,01. ou 0,01 ou 0,1%, quelque chose comme ça. Est-il que ça ne fait pas 1% du budget pour une institution quand même qui est un pilier de l'État? La justice est quand même un pouvoir de l'État. Et Portalis disait que la justice est la première dette de la souveraineté. Ouais. Donc, avec un tel budget, je me demande, parce qu'il ne m'appartient pas en tant que juge d'aller construire les prisons ou je sais pas, bon, voilà. Mais les détenus, par exemple, sont sous l'autorité du procureur de la République. Il doit aller voir si un détenu décède. Et il faut qu'il aille voir. Donc, on est obligé, c'est nos semblables. Donc, il faut que les pouvoirs publics mettent plus de moyens au niveau du ministère de la Justice pour que, au moins, ce côté des prisons et autres là puisse être mieux géré. Voilà. Ou alors, pourquoi ne pas réfléchir? Moi, je me pose souvent la question, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des alternatives à la prison en Afrique? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur une façon de contraindre les gens? Bon, ça c'est un sujet qu'on abordera peut-être une autre fois. Revenons donc aux réformes constitutionnelles en ce qui concerne la justice. C'est vrai qu'on a modifié le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, mais il me semble ce qui doit vous intéresser le plus, vous en tant que magistrat, c'est l'article 116 nouveau et d'autres qu'on va évoquer, parce que ça parle du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, vous qui connaissez l'ancien texte et le nouveau, je vous pose la question, qu'est-ce qui a changé maintenant concernant ce conseil? Quand vous dites l'ancien texte et le nouveau, je ne comprends pas. Oui, mais parce qu'on parle de l'article 16 nouveau qui parle du Conseil de la... Ok, d'accord. L'ancien texte constitutionnel. Exactement. Et le nouveau texte constitutionnel. Ouais. Bien, sur cette question, l'article 116 nouveau de la Constitution dit que le Conseil supérieur de la magistrature siège comme conseil de discipline des magistrats. Exactement, c'est ce qui est dit. Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats. Des magistrats. Ces décisions doivent être motivées, si j'ai bonne mémoire, oui, et que elles sont publiées in extenso. Bien. Je veux bien comprendre, parce que le collègue Banizi vient de le dire tout à l'heure, il y a une hiérarchie des normes. La Constitution, c'est la norme fondamentale, c'est la norme la plus supérieure, et la loi vient après. La Constitution a ses matières, la loi également a ses matières. C'est la même chose pour les règlements, les décrets, les arrêtés, etc. Ce nouvel article de la Constitution me pose, moi, personnellement, un problème. Parce que je constate que la Constitution, l'article 16 de la Constitution, traite d'une matière qui, en réalité, relève de la loi organique fixant le statut des magistrats. On dit que les décisions du Conseil supérieur de la magistrature doivent être motivées. 1. Elles sont publiées in extenso. Et quand vous revenez en bas, on dit que les sanctions disciplinaires et les procédures sont fixées par une loi organique fixant le statut des magistrats. Oui. La question qui se pose est de savoir si tout ce qui concerne l'aspect procédural et les sanctions va être précisé par la loi organique fixant le statut des magistrats, est-ce que l'obligation de motiver les décisions, la publication, ne sont-ils pas des aspects procéduraux? C'est bien des aspects procéduraux. Donc il faut que cette question-là soit réservée à la loi. Ce n'est pas à la Constitution de le dire. En le faisant, nous avons ramené la Constitution au niveau de la loi et ce n'est pas normal. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le collègue Dogo a parlé des questions d'opportunité. Et moi, j'irai plus loin. Quand vous prenez le statut du magistrat tel qu'il a été adopté en 1996,
il était bien dit dans ce texte-là que les sanctions qui sont prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature ne doivent pas faire l'objet de publicité. Maintenant, qu'est-ce qui a changé entre 1996 et 2019 pour qu'on décide de publier les décisions prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature in extenso? Qu'est-ce qui a bien changé? Et quel est l'intérêt de publier les décisions prononcées contre les sanctions disciplinaires prononcées contre les magistrats? Moi, je n'en trouve pas. Au contraire, en tant que magistrat, je suis d'accord. Nous sommes des agents de l'État, nous avons des devoirs. Nous sommes tenus de respecter les règles qui régissent notre corporation, le fonctionnement de notre métier. Et si nous ne le faisons pas, il est de bon ton qu'on puisse nous sanctionner, c'est clair. Et déjà, l'existence du Conseil supérieur de la magistrature est une façon quand même de tenir compte de la spécificité de notre fonction. Maintenant, il faut tenir compte du fait que le juge incarne quand même un pouvoir. C'est une fonction d'autorité que le juge exerce. Quand on prononce une sanction contre un juge et qu'on publie la sanction, on dit tel juge a fait ci, a fait ça, a fait ça. Ce juge-là, il va revenir exercer encore en tant que juge ou bien c'est fini. Parce que quand vous le faites, c'est pas lui que vous voulez corriger. Comme je l'ai dit tantôt pour les prévenus, vous ne le corrigez pas, ou du moins, même si vous le corrigez, vous mettez cette robe-là sur lui pour toujours. Parce que partout où il ira désormais exercer, les gens ne verront sur lui que cette faute-là qu'il a commise dans le passé, alors qu'il a peut-être bien pu changer, il a pu évoluer. Pourquoi est-ce qu'il faut rendre public? Et il n'y a que le juge qui est visé. Pourquoi? Qu'est-ce que le juge a bien pu faire pour qu'il soit le seul à être visé, pas par la loi, mais par la Constitution? Moi, j'estime que je donne beaucoup pour la justice togolaise. Donc, je suis un peu peiné de voir que cela soit ainsi. Il y a des gens qui sont radiés chaque jour dans la fonction publique. Il y a, je ne sais pas, je me garde de donner des exemples. Pourquoi c'est spécifiquement le magistrat qu'il faut mettre sur la place publique? Et moi, je me dis, sans me voiler la face, qu'il s'agit d'une façon claire de diminuer l'autorité du magistrat. Oui, mais diminuer votre autorité ou vous amener beaucoup plus à la conscience professionnelle. Est-ce que ce n'est pas une mesure dissuasive? Bon, je termine et je balance la... C'est-à-dire qu'il y a... Nous, on n'est pas contre les sanctions. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, mais vous n'êtes pas le caractère dissuasif découle de l'exemplarité de la sanction qu'on prononce contre le magistrat indélicat. Quand on prononce, ce n'est pas publié, ça devient une cuisine interne. Alors que vous savez, les reproches qui sont faits à la justice, est-ce que le fait de publier ne permet pas à tout le monde de savoir que quelque chose est en train de changer au niveau de... Oui, je suis d'accord. Quelque chose est en train de changer. On fait peut-être la publicité comme quoi on est en train de mieux gérer, voilà, de réformer le service public de la justice. Mais l'autre point que j'ai évoqué, parce que ce juge-là, il est toujours appelé à statuer en tant que magistrat. Malgré vous imaginez, la sanction, malgré la sanction, sauf s'il est radié. S'il est radié, bon, on pouvait, par exemple, si on avait laissé voilà, cette disposition-là au domaine de la loi et que les magistrats avaient été consultés, par exemple, il y a les organisations syndicales, je crois que si USIMAT avait été consulté sur ce sujet-là, on aurait suggéré que cela soit réservé à la loi et que, par exemple, ce soit des sanctions précises, des sanctions graves qui fassent l'objet de publication. Ça aussi, on peut le faire. Par exemple, quelqu'un qui a commis une faute très grave et qui est radié, d'abord, on publie pour qu'il ne puisse plus se prévaloir de cette qualité-là, s'il est radié. Oui, mais pour un oui ou un non, et puis, c'est-à-dire, il faut tenir compte de la délicatesse de la fonction du magistrat. En tant que magistrat, on peut vous chercher, y compris dans votre vie privée. Vous n'avez même plus de vie privée, puisque en tout, vous devez vous comporter comme un homme exemplaire.
Vous êtes en train de passer, quelqu'un vous insulte, et si par hasard vous perdez votre sang-froid et qu'il y a une petite altercation, c'est fini. Vous n'êtes pas digne de magistrat. Vous voyez, la fonction, elle est quand même quelque chose de difficile à faire. Donc, il faut qu'on essaie de nous protéger. Et je termine pour dire qu'au même moment, bon, il n'y a rien qui a été dit en faveur du magistrat. On a vu que la sanction qu'il faut publier dans toutes les réformes là, côté magistrat, il faut les sanctionner. Moi, je suis peiné, je le dis. Monsieur Togo, on vous voit plus peiné que votre collègue. Oui, je suis plus peiné que mon collègue. Parce qu'au lendemain de la déclaration de politique générale du Premier ministre devant l'Assemblée nationale, l'Union syndicale des magistrats du Togo, il y a eu des remous entre nous. Nous avons pris une position claire dans notre mémorandum. Nous avons dit clairement que cette réforme envisagée n'est pas la bienvenue. Parce que le collègue l'a expliqué, mais quand vous publiez une sanction disciplinaire infligée à un magistrat, on dit voilà, monsieur X est suspendu pour 2 ans pour avoir fait tel ou tel. Cette image-là lui reste collée jusqu'à la fin de sa vie. Il a beau s'amender, il a beau changer n'importe comment. Cette image, non seulement entache sa propre personnalité, même la juridiction dans laquelle il va servir. Et donc, sur cette base, nous, à l'UCIMAT, ça c'est la position de l'Union syndicale des magistrats du Togo. Nous n'avons jamais été d'accord avec cette réforme, ce projet de réforme. C'est pourquoi nous l'avons introduit dans le mémorandum. Ça a été bien écrit, noir sur blanc. Moi, je ne sais pas pourquoi. Subtilement, on a inséré ça dans la réforme constitutionnelle. Il faut un débat. Il faut qu'on en débatte. C'est qui l'auteur de la réforme? Mais que la personne vienne. Ensemble, on va discuter. Voilà. On n'est pas contre la réforme. On n'est pas contre la publication, en fait, des sanctions disciplinaires. Mais on peut trouver des canons, des exceptions. Oui, mais est-ce que la loi organique ne viendra pas donner cette précision? Parce qu'il est dit que les décisions seront publiées in extenso, mais où ça n'a pas été précisé. Non, écoutez, il n'y a rien à préciser. Le texte est clair. Les décisions disciplinaires prises par le Conseil supérieur de la magistrature seront publiées in extenso. Quelle précision vous voulez, monsieur? Oui, oui. Je suis en partie d'accord avec M. Gilles Boko, parce que on a posé un principe de publication absolue des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature. Et il y a quand même les modalités de cette publication-là qui ne sont pas définies. Et cela nous amène à dire qu'en réalité, tout ceci devait être laissé à la loi. À la loi, c'est ça. Vous voyez. Bon, je ne sais pas si c'est dans un autre pays que ça existe et que les résultats ont été concluants et on a copié, ou bien c'est le Togo qui veut innover en la matière. En tout cas, comme je l'ai dit, moi je regrette quand même qu'on n'en soit arrivé jusque-là. Quand on parle de publication, ça peut être dans vos documents internes, parce qu'on n'a pas dit publication dans la presse, ni sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Et vous savez, même en l'absence de cette règle constitutionnelle, les décisions, entre-temps, qui avaient été prononcées contre certains collègues ont été publiées. Oui. Ont été publiées. Et j'ajoute... À la télévision nationale, même dans les documents internes. Ça a été publié. Donc, vous comprenez qu'il n'y a pas de polémique à faire sur la façon de publier ou bien le canal par lequel il faut publier. Quand on parle de publication, tout le monde sait. Ce n'est pas la radio, c'est la télévision. Voilà. Monsieur Mali, est-ce qu'il ne faut pas comprendre cette décision dans le sens que l'autorité souhaite que vous soyez exemplaire, que cette mesure... vous demande plus d'exigences professionnelles. Oui, nous aussi, nous souhaitons
hein. Moi, en tant que magistrat, j'essaye en tant que faire se peut d'exercer ma fonction au meilleur des situations. Je souhaite offrir le meilleur de moi-même. Mais je dis que la mesure n'est pas vraiment encourageante. Elle ne sert pas l'intérêt de la justice. Il faut que vraiment cette distinction-là soit faite. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contre les sanctions qui peuvent être prononcées contre les magistrats. Un magistrat qui a été reconnu indélicat par le Conseil supérieur de la magistrature, il faut le sanctionner pour corriger. Comme vous le dites, si c'est pour... Enfin, quelqu'un disait dans le temps qu'on ne corrige pas celui que l'on pend, on corrige les autres par lui. Si tant est que c'est nous qui sommes visés et que c'est nous qui devons nous amender en voyant les sanctions prononcées, comme je l'ai dit, on pouvait tout du moins dire que les sanctions feront l'objet de publication dans un bulletin qui s'adresse ou dans un cercle qui s'adresse au corps judiciaire. Mais vous-même, vous l'avez relevé, il s'agit de montrer aussi à la population ou au peuple qu'on est en train de réformer la justice. Sauf que cette façon de réformer risque plutôt d'affaiblir l'appareil judiciaire. Maintenant, est-ce que le vin n'est pas, le vin est pas tiré? Est-ce que on ne va pas le boire là? Non, on va en débattre, on va en discuter. C'est vrai, le problème est posé. Dans le mémorandum, on aura l'occasion d'en discuter avec l'autorité compétente. On peut revenir là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est l'homme qui fait la loi. On peut revenir là-dessus, c'est possible. Oui, il s'agit d'une constitution, on ne touche pas à la constitution. Oui, je sais. Tous les matins, elle vient d'être votée. Est-ce que vous ne serez pas obligé de boire ce vin en attendant peut-être Bien, espérons, comme vous le dites, peut-être dans le cadre de l'adoption de la loi organique qui viendra préciser, comme vous l'avez dit, on aura l'occasion quand même de trouver quelques passerelles, essayer d'apporter les précisions nécessaires. Voilà, nécessaire. Mais je vais revenir là-dessus, c'est très important. Parce que moi, à mon sens, je comprends que si c'est le juge qui est visé par cette mesure, le juge seul, le magistrat seul, qui est visé par cette loi, alors que dans les autres administrations, chaque jour on sanctionne. On radie au sein des forces armées togolaises, on radie les gens qui se comportent mal, et c'est bien. Même à la fonction publique, on radie. Mais pourquoi? C'est nous qui sommes concernés. C'est là la question. Oui, la question, c'est parce que votre fonction est... Oui, elle est délicate, elle est spécifique, elle est... Raison de plus, pour qu'on puisse prendre des mesures pour protéger celui-là qui exerce une fonction délicate et difficile. Nous aurions souhaité avoir à côté de tous ces éléments-là des gages ou des avantages extraordinaires. Moi, je me demande... Nous en avons, mais c'est pas grand-chose. Je me demande ce que le magistrat a pu faire. Ou bien on veut tenter de faire porter le chapeau au magistrat d'avoir été ou bien d'être le souffre-malheur de, je sais pas, de la justice, ou non, je sais pas, de la situation entre griffes du Togo ou quoi. Moi, je l'ai dit la dernière fois, on était autour de ce plateau. Je crois que c'est l'idée de la corruption. C'est ça qui est à la base de cette mesure-là. De ce bidouillage auquel les gens se sont livrés, qui n'a certainement aucun sens, à mon avis. La corruption, c'est vrai. Dans tous les corps, il y en a. Les brebis galeuses, il y en a. Il faut qu'on les sanctionne, c'est normal. Mais, soyons sérieux. Aujourd'hui, même le juge le plus corrompu, je considère qu'il y en a. Le juge le plus corrompu ne peut même pas s'acheter une voiture maison. Il n'y en a pas. Bon. Même du président de la Cour suprême jusqu'au dernier. Il n'y en a pas. Non, il faut que tu vous le dises. Il faut qu'on soit... C'est la situation financière de tout le monde. Écoutez, je vous dis une chose. Nous sommes des gens qui gagnent largement moins que nous, qui mènent vraiment un train de vie qui ne peut pas justifier. Justement. Nous savons combien... Écoutez, tout est réglementé. Nous savons combien les ministres gagnent. Nous savons combien les députés gagnent comme indemnité. Nous savons combien tout le monde gagne. Tout est réglementé. Il n'y a pas de salaire occulte. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui mènent un train de vie qui ne peut pas justifier. Quand même.
Les magistrats abattent un grand boulot pour ce pays. Mais vous avez l'impression d'être stigmatisé. Justement, nous avons l'impression d'être stigmatisé. Ça veut dire que cette réforme s'accompagne d'une idée de mépris. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ce n'est pas normal. Et le collègue Dogo a visé un peu la question de la corruption, de l'indépendance de la magistrature. C'est une question aussi qui m'intéresse parce que c'est ce que nous entendons. Nous avons des familles, nous-mêmes nous vivons dans la société. Et loin de moi l'idée de dire que tout est nickel, tout est propre au sein de la magistrature. Je dis, notre fonction a une particularité. La particularité, c'est que deux individus ou deux groupes d'individus ou deux personnes, physiques ou morales, se disputent un intérêt et qu'elles viennent. Donc, chaque fois que le juge rend une décision, il fait un mécontent. Et donc, ce mécontent-là se défoule sur qui? Celui-là qui a pris la décision. Donc, il faut d'abord que nous comprenions que la fonction du juge est délicate. Ce n'est pas parce que je suis sorti sous un pot et j'ai rencontré X qui dit que bon, le juge a mal rendu la décision, que du coup, il faut dire qu'effectivement, le juge a mal rendu la décision. Les gens jugent trop facilement les magistrats. Vous voyez, le juge, il tient un dossier. Il écoute au moins deux parties. Il écoute parfois des témoins avant de prendre une décision. Mais, monsieur Gilles, quelqu'un vous rencontre tout de suite, il vous narre sa version des faits, il vous dit que bon, voilà ce qui s'est passé et voilà la décision qui a été rendue par le juge. Vous allez commencer à taxer ce juge-là de tous les mots sans avoir eu la chance d'écouter le contradicteur de celui-là qui vous parle. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que les gens croient que la justice, c'est l'équité ou c'est ce que nos grands-parents avaient l'habitude de faire. Non, nous sommes dans une science. Le juge est soumis dans l'exercice de sa fonction à la loi. Et il faut d'abord maîtriser la loi. Quand les juges, quand les magistrats rendent les décisions, combien sont ces justiciables-là qui vont chercher la décision pour la lire? Encore faut-il comprendre ce que le juge dit, puisque c'est le jargon judiciaire. Les gens ne font pas du tout cet exercice-là. À partir du moment où la partie au procès se rend compte qu'elle a perdu, c'est fini, c'est la faute au juge, elle répand l'information dans la société, et puis c'est l'image de la justice qui en prend un coup. Et je le dis, en le faisant ainsi, ce n'est pas forcément nous seuls qui perdons, parce que si l'image est telle, les gens ne vont pas vouloir venir s'installer chez nous. Au même moment, je m'invite moi-même, et je nous invite à faire des efforts pour que la justice puisse aller de l'avant. Nous le faisons, moi je sais que je le fais chaque jour. Personnellement, est-ce que vous est déjà arrivé d'être invectivé, d'être pris à partie parce que vous avez rendu une décision en dehors de votre prétoire? Non, cela ne m'est pas encore arrivé. Mais je voudrais dire, j'avais omis un point important. Je donne un exemple. On s'est rencontrés au cours de ce studio, enfin dans ce studio aujourd'hui. Il se pourrait qu'on échange les contacts à la fin de l'émission. Demain, si, je ne sais pas si vous avez une voiture, excusez-moi, hein, vous êtes au volant de votre voiture, c'est vraiment un cas d'école. Et par malheur, il y a un accident de la circulation qui arrive, qui se produit parce que vous avez été négligent à un moment donné. Et la police judiciaire se saisit de vous, on vous place en garde à vue, on veut vous déférer. Si vous connaissez un magistrat, ou si vous me connaissez, vous connaissez le juge Dogo, vous allez l'appeler pour lui dire « Ah, monsieur Dogo ou monsieur Banizi, je suis dans une situation, venez-moi au secours. » Les gens le font chaque jour. Ils demandent des services au magistrat. Même pour un simple casier judiciaire, les gens appellent le magistrat. « Ah, monsieur Banizi, il faut intervenir, j'ai besoin de ce casier-là. » Mais ils sont les premiers à dire que la justice n'est pas indépendante. Alors, soit on veut une chose, soit on ne la veut pas. De deux choses l'une, on choisit. Donc, tous ces comportements-là sont de nature à déteindre sur l'indépendance de la justice. Vous voyez, l'exécutif même qui est en train de... Excusez-moi, les politiques, pas l'exécutif, qui sont peut-être derrière la réforme. Les députés, ce sont les députés. Les députés, bon voilà, les députés qui sont derrière la réforme. Quand il y a des procès genre connotation politique, on dit ah, les magistrats sont là, dans l'approche du gouvernement, ils sont sous le gouvernement, ils sont sous le parti au pouvoir. Bon, disons que c'est les députés de la majorité qui ont voté
la réforme. Est-ce qu'ils acceptent en ce moment-là que les magistrats leur sont soumis, qu'ils ont donné des ordres aux magistrats pour que X ou Y soit déclaré coupable? Moi, je n'ai jamais encore vu ça. Vous voyez? Donc, chacun danse au gré de ses intérêts. Et c'est le juge maintenant qui est jeté en pâture, voilà, qui prend le coup. C'est pas sérieux. Oui. Est-ce que ce n'est pas une occasion pour les juges, donc désormais, de prendre leurs responsabilités? Est-ce que ce n'est pas votre liberté qu'on est en train de vous rendre de cette façon? Quelle liberté, quelle responsabilité? Notre responsabilité, on l'a prise toujours. On l'a toujours prise. On l'a toujours prise. Sinon, peut-être que votre question regorge un autre sens. Sinon, nous sommes des personnes responsables. Nous sommes des personnes responsables. Non, j'ai compris ce que... Oui, allez-y, si vous avez compris, donc... allez-y. En fait, nous avions notre liberté. Je le dis. Ce que j'ai dit, c'est pour dire que la justice a toujours fait son travail et qu'on ne nous comprend pas. Ce que vous dites, c'est comme si, bon, on ne le faisait pas, mais malgré ça, on était soumis, mais malgré ça, on ne nous le reconnaît pas. Donc, vaut mieux ne plus être soumis. C'est pas ce que je dis. Je vais revenir sur la question de la corruption. Ce n'est pas seulement la corruption. Il y a un grand mal aussi. Il y a le trafic d'influence. Le trafic d'influence. La plupart des gens qui critiquent la justice, qui jettent de l'anathème sur l'institution judiciaire, sont ceux-là même, lorsqu'il y a des affaires, qui se retrouvent. En fait, c'est dû à quoi? C'est la faiblesse des institutions même de l'État. Il faut que chaque institution détienne son autorité et qu'elle l'exerce pleinement. Quand les institutions n'arrivent pas à exercer l'autorité de l'État, cette autorité se retrouve entre les mains de certains individus qui vont constituer des groupes de trafiquants d'influence. Et lorsqu'il y a une affaire, et c'est ces réseaux-là qui appellent, si on n'appelle pas le juge, on va appeler son chef hiérarchique et on met la pression au juge. Quand le juge rend, peut-être, si le juge n'a pas une forte personnalité, il va céder. Quand sa décision sera rendue, ce sont les mêmes personnes qui vont se retrouver pour critiquer le même juge et l'institution judiciaire de façon générale. Donc, il est important également de mettre en place un mécanisme-là pour que ces réseaux de trafiquants d'influence-là soient démantelés. Ça, c'est très important. Il ne faut pas seulement viser le comportement indélicat des magistrats. Il y a aussi... Est-ce qu'il ne revient pas en grande partie aux magistrats du parquet de diligenter des enquêtes et de les poursuivre? Ça, c'est une très belle question, c'est bien. C'est une bonne question. Mais il faut aussi que le parquet soit informé de l'existence de ces réseaux. Oui, vous en parlez, ça veut dire qu'on sait où ils sont. Oui, bien sûr, mais parfois, je vais vous dire une chose. Parfois, ce n'est pas aisé. Voilà. Ce n'est pas aisé. Il y a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites. Peut-être les procureurs de la République. Pour ça, la justice, c'est la patience. On attend. Un beau jour, un beau matin, le procureur va prendre son maillet et puis commencer par poursuivre ces réseaux de trafiquants d'influence. Ça arrivera. Merci. Je voudrais aussi, je ne sais pas, dans le même ordre d'idée, dire que, je ne sais pas, il y a des situations qui nous révoltent, ou bon, qui nous mettent un peu mal à l'aise. Hier, nous en avons discuté, parce que ça rentre un peu dans le cadre du thème de notre Assemblée générale, où des décisions sont rendues depuis la première instance jusqu'à la Cour suprême. Je suppose qu'il y a certaines personnes qui nous suivent et qui ne connaissent pas la procédure judiciaire. Quand vous arrivez au tribunal, c'est un seul juge qui rend la décision. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez à la cour d'appel. Des magistrats plus expérimentés, mieux payés, se chargent de votre dossier. Il ne s'agit plus d'un seul magistrat, mais de 3 magistrats au moins qui planchent sur votre dossier. Là aussi, vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Ou bien l'autre dit qu'il n'est pas d'accord. Le dossier poursuit son chemin jusqu'à la Cour suprême, qui prend ou qui rend une décision. Figurez-vous que la Cour suprême rend des décisions et on dit que ces décisions-là sont injustes, qu'il ne faut pas les exécuter. Finalement, qui juge de la justesse de la cause si ce n'est pas le juge?
c'est qui? Dans ce cas, que cette personne-là fasse le travail dès le début à la place du juge et puis on en finit. Mais il y a des situations comme ça que nous déplorons. Si les décisions de la plus haute juridiction du pays ne sont pas exécutées, alors qu'est-ce qu'on, moi, petit juge de première instance, est-ce que je suis motivé pour rendre une décision si je me dis que à la fin, va être exécuté? Oui, s'il vous plaît. En 20 secondes. En fait, c'est pour dire que, en fait, le juge a beau tout faire, il ne peut récolter que l'ingratitude. Ça a été même dit dans la Bible, que, à l'égard des juges, que de prendre garde, que tout ce que vous faites, ce n'est pas pour les hommes que vous le faites, parce que Dieu même, il savait déjà que l'homme n'a jamais été reconnaissant par rapport à l'œuvre du juge. Donc tout ce que vous faites, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour les hommes. L'exemple que je vais donner tout à l'heure, le pays d'à côté. Non, le pays d'à côté. Le pays d'à côté, Patrice Talon, c'était grâce à un juge. Aujourd'hui, il est devenu président de la République. Mais au lendemain de son investiture, les réformes qu'il a entamées, c'était contre qui? C'était contre les magistrats. Voilà l'ingratitude dont je voulais parler. Merci. La Bible aussi dit ne jugez point. Et donc... Non, ce n'est pas par rapport à ça. Ça, c'est différent. Dans la spiritualité. Voilà, justement. Il faut bien comprendre. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur les réformes constitutionnelles en ce qui concerne la justice. Merci de votre aimable attention, fidèles téléspectateurs. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À bientôt.